Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, titre de la vidéo, comment choisir le calibre de son arme de poing débutant. Donc, merci aux nouveaux abonnés, nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Donc, merci aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Donc, merci pour tous ceux qui soutiennent la chaîne, notamment mes anciens abonnés qui me sont fidèles et qui me ramènent et me rapportent beaucoup de choses sur le plan des renseignements, etc. Si vous avez des sujets de vidéo que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me les demander. Donc là, aujourd'hui, nous allons faire une vidéo partie, on va dire numéro 3, entre guillemets, sur les calibres des armes de poing pour débutants. Donc les calibres avec lesquels il faut commencer, les calibres qui sont à éviter au début, etc. etc. Donc, nous avons l'avantage, le privilège d'avoir Jeff encore une fois avec nous aujourd'hui. Donc bonjour Jeff. Salut. Ça va, on peut faire? Ça va et toi? Ouais, écoute, ça va. Hein, je t'ai annoncé une bonne nouvelle tout à l'heure. Ouais. Alors les amis, avant toute chose pour commencer. Donc au niveau de la chaîne, elle monte à grands pas, très grands pas. Donc là, on revient tous les deux de quelque part, c'est ce qui explique notre tenue. Vous verrez ça plus tard. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. Il y a des partenariats qui sont en route, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, comme je l'avais dit sur la précédente. Il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place, hyper importantes. Donc l'évolution de la chaîne est en train de se faire à grands pas. Donc merci à vous tous, merci de votre soutien. N'oubliez pas la rubrique souscription. Dans la rubrique communauté, il y a un onglet spécifique, rubrique souscription, pour pouvoir avoir un abonnement modique à 0,99 centimes où je peux vous coacher sur pas mal de choses, hein, des astuces, etc. Vous mettre en lien avec des personnes professionnelles qui peuvent vous apporter, on va dire, des prix parfois défiant toute concurrence, qui peuvent vous avoir des bons plans, etc. Donc, merci à tous ceux qui ont pris un abonnement. Donc, nous allons commencer de suite la vidéo. Alors, quand on débute dans le tir au niveau des armes de poing, donc les armes de poing, à savoir que c'est une arme courte. Donc c'est une arme difficile à manier au début, surtout quand on débute. Donc il y a une prise en main particulière. Il y a des règles de sécurité particulières aussi. Donc ce sont les mêmes que sur un fusil d'assaut, mais elles sont beaucoup plus, on va dire, enfin, faut beaucoup plus faire attention avec une arme de poing qu'avec un fusil d'assaut. Puisqu'un fusil d'assaut, c'est long, donc on va dire qu'il y a moins de risques, entre guillemets. Hein. Le risque zéro n'existe pas, même si on respecte les règles de sécurité. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais disons qu'avec une arme de poing, il faut faire beaucoup plus attention. On va dire ça plutôt comme ça. Tu soutiens ce que je dis là, hein, on est d'accord. Hein. Donc voilà. Donc là, nous avons fait un petit panel donc, de toutes les armes de poing qui sont concernées, donc avec tous les calibres qui sont concernés, et on va vous expliquer les vitesses, le comment du pourquoi, les calibres à éviter pour le début. Je dis bien pour le début. Là, je me réfère directement à tous ceux qui n'ont jamais tiré de leur vie, parce que ça peut vite dégoûter. C'est vrai. Hein. Ouais. On a déjà eu le tour, moi j'ai déjà vu ça. Hein. Ça peut vite dégoûter quelqu'un parce que on est dans la réalité, on n'est pas dans une console de jeux vidéo, on n'est pas dans un film. C'est tout autre chose quand vous faites du vrai tir avec des vraies armes, avec des vraies munitions. C'est pas du tout la même chose qu'au cinéma. Je vous le dis de suite. Hein. Donc, donc voilà. Alors, je vais commencer et laisser la parole à Jeff pour nous présenter son arme fétiche pour débutants qu'il adore. Donc, le Ruger 22. SR22. Donc je te laisse parler du calibre, etc. Ouais. Tiens, t'as pris les vitesses. Il a pris des notes. On a pris des notes pour une fois parce qu'on ne veut pas se tromper. Ouais. Donc le SR22 en calibre 22, c'est top pour débuter. Comme on dit à chaque fois, ça coûte rien. Ouais, voilà, le 22, ça coûte rien et c'est hors quota. Donc on peut tirer si on veut 10 000 cartouches à l'année. Contrairement au 9 mm, on est limité à 3000 par arme. Voilà, parce que, voilà, tout à fait. Voilà. Après, sur le 22, en vitesse, on est à 330 mètres secondes. Après, c'est en moyenne. Voilà. Ça dépend du poids d'ogive, de la poudre, ça dépend de la taille du canon, du pas de rayure, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, donc là justement, petit apartheid, sans vouloir te couper. Donc, faites attention à quelque chose. Toutes les vitesses qui vous sont indiquées sur des boîtes, toutes les vitesses qui vous sont indiquées sur Internet ne sont pas forcément les vitesses réelles de la munition. Ce qui veut dire que, comme vient de le dire Jeff, tout rentre en compte. Le pas de rayure, la qualité du canon, type de poudre aussi. Le type de poudre, tout à fait. Donc, c'est-à-dire la fabrication de munitions. Donc là, on parle uniquement... Enfin non, on parle de toutes les munitions. Ouais. Donc après, pour ceux qui rechargent, c'est tout autre chose. Mais dites-vous bien que les vitesses, ce sont des vitesses théoriques. Donc, ça peut pas lier par rapport à plein de trucs.
notamment aussi par la pression atmosphérique. Bon, là, on part sur de la TLD, ce qui n'a rien à voir pour l'instant, mais ça joue. Ouais. Ça, c'est vachement important. La température de poudre aussi joue, il y a tout qui joue. Voilà. Donc, dites-vous bien que si vous achetez, par exemple, une munition qui va faire 350 mètres secondes, si vous faites la mesure avec un appareil spécifique fait pour ça, bah, si vous tombez à 500, comment j'ai dit? Je me rappelle plus. 350, pardon. Bah, si vous tombez à 530, bah, c'est forcément normal parce qu'il doit y avoir un problème. Enfin, un problème, c'est pas un problème. Soit il s'agit d'une variation de température, soit il s'agit de la poudre, soit il s'agit de votre arme en elle-même. Donc ça, c'est de la théorie. Donc ça peut pallier assez facilement. Bon, ça se joue à pas grand-chose, hein, je vous rassure. Alors, vous avez des vitesses maximum et des vitesses, on va dire, standard. Hein. Donc là, on va vous parler de vitesses standard. Donc, ne prenez pas en compte, donc je redis, les vitesses quand on est en train de vous donner, c'est juste un ordre d'idée. Alors, continue, mon petit pépère. Ouais, donc, ouais, le 22, pour moi, c'est top pour débuter. Ça, on est d'accord. Voilà. Après, ouais, c'est moins de sensations, on va dire, qu'un 9, qu'un 40, qu'un 44. Voilà. Niveau sensation, je sais qu'il y a des gens que quand ils tirent, ils cherchent un peu de sensation quand même. Un peu de recul, un peu. Alors, ouais. Voilà. Alors, ouais, il y a des gens qui cherchent ça. Voilà, alors ça, tu fais bien de le signaler. Donc, moi, personnellement, je suis pas pour deux raisons. C'est que si c'est ce que vous cherchez, vous allez faire des mauvais tirs. Ça, c'est évident, vous allez faire des mauvais tirs. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous n'aurez pas l'expérience derrière au niveau du maintien de l'arme. Arrête-moi si je me trompe. Au niveau du maintien de l'arme. Au niveau de la maîtrise du calibre, parce que ça se maîtrise. Ouais. Donc, vous allez faire des erreurs et c'est un petit peu, comment on va dire, c'est un petit peu du gâchis. Alors, dans ces cas-là, moi, ce que je préconise plutôt, c'est d'avoir deux armes, en fait. Donc, une arme en 22 long rifle pour faire l'entraînement, comme tu l'avais dit, hein, comme on l'a dit plusieurs fois, hein, et une arme, peu importe, hein, que ce soit un revolver, ou une arme semi-automatique à 9 mm Parabellum, c'est très bien d'ailleurs, en 22 9 mm Parabellum, c'est le top pour moi. Ouais. C'est ce qu'on trouve le plus facilement, c'est le moins cher. Voilà. Donc, non, ça c'est rien, il y a un truc qui est tombé. Vous inquiétez pas les amis, il y a des fantômes chez moi. À chaque fois que t'es là, il se passe quelque chose, toi. Oh, c'est pas possible. J'ai un modérateur, c'est impressionnant. Vas-y, continue. Donc, ouais. Oh non. Continue, tant pis, on coupe pas la vidéo. Non. Donc, ouais, le 9 et le 22, c'est le plus facile à trouver. On en trouve dans toutes les armureries, c'est... Donc, ok. C'est plus facile. Désolé, les amis, j'essaie de me retenir de rire parce que c'est marrant. Hein. Quand je suis tout seul, il se passe rien. T'es là, il se passe obligatoirement un truc. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, continuons. Donc là, on a parlé du 22 Loris. Maintenant, on va parler du 9 mm Parabellum par rapport déjà au modèle. On les avait déjà présentés, hein, donc on va pas revenir dessus. Mais on va rapidement faire le tour rapide, mais on va surtout parler du calibre. Ouais, rapidement. Le SR22, les Glock, les Canic, le Python 357 et par ordonnance 1911. Voilà. Plateforme 40 Smith & Wesson. 40 Smith, ouais. Alors ça, moi, je vais en parler ça après tout à l'heure du 40 Smith & Wesson parce que c'est un calibre qui est pas connu, qui est pas très connu en France et pas très répandu. Ouais. Et pourtant, il est excellent. D'ailleurs, faut que je te fasse tirer avec, je l'avais dit. Hein. Ouais, il faudrait. Mais du coup, voilà, c'est un calibre qui est pas facilement. Non. Je pense qu'on ne trouve pas facilement. Non. Alors donc, voilà. Commencer avec ça. Voilà. Il faut pas commencer avec ça en fait. Donc parce que bon, on est en termes de comparaison, le 40 Smith & Wesson, on est entre le 9 mm Parabellum et le 45 ACP. La différence, comme je l'ai dit, donc je le redis aussi parce que je l'avais dit dans une vidéo, le 45 ACP, pour information, ACP, donc là je m'adresse aux novices, ça signifie automatique Colt Pistol. Donc c'est un calibre, on va dire, moi c'est ce que j'appelle un calibre gras, c'est-à-dire au niveau du recul, c'est un calibre en fait, hein, regardez ma baguette, évidemment c'est une image. Hein. Donc le 45 ACP lui va faire ça, pouf, paf. Tandis que le 40 Smith & Wesson, lui, ça va être... C'est super violent. Donc, c'est violent. Dis donc, le recul est sec. Donc, la sensation, elle est sèche. Donc, tu verras, même toi, tu vas le dire. Ouais. Ça voilà, c'est particulier. Donc, vous voyez, il y a, par rapport à un calibre, d'un calibre à un autre, la sensation n'est pas la même, puisqu'on parlait de sensation tout à l'heure. Ouais. Donc, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que automatiquement, il va falloir maîtriser le calibre. Ouais. Et même après, au sein du même calibre, j'ai déjà vu des tireurs qui rechargent de 357 jouer avec des poids d'ogive et des charges différentes, charges de poudre, et même avec le même calibre et la même arme, qui avaient des résultats mais totalement différents. Oui. Alors,
Petite parenthèse, là c'est un très 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 bon sujet que tu viens d'entamer parce que ça il va falloir le signaler. Alors, on va prendre un exemple typique, preuve à l'appui. Je dis bien preuve à l'appui avec mon Neanel CR223. Neanel CR223. Si vous prenez, on va dire, un Glock, vous achetez votre Glock, il sort de l'armurerie, vous allez faire vos tirs. Vous allez être content, vous allez faire du groupement, pas de problème. Demain, tu achètes un mois après, 2 mois après, ou 4 mois, ou 6 mois, un an après, le même. Glock, exactement le même modèle, neuf, tout pareil. Est-ce qu'à ton avis, tu obtiendras le même résultat? Non. On est bien d'accord. Alors la raison, elle est très simple. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des fabrications d'armes, les outils s'usent. Donc si vous tombez sur... ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise arme, c'est pas ça du tout. Hein. Mais en fait, du même modèle au même modèle de fabrication neuf, on peut avoir des différences, et ça je l'ai remarqué, de groupement et de précision par rapport à la fabrication. C'est ce qui s'est passé avec mon Neanel CR223. D'ailleurs, ça a été confirmé par un ami à moi. On a le même, je dis bien le même. Sauf que moi, il était apparemment dans les premières fabrications. Lui, c'est le modèle le même que le mien, mais c'est les dernières fabrications avant le nouveau qui est sorti avec le nouveau garde-main. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un sacré décalage, quoi. Enfin, un sacré décalage. Enfin, pour moi, c'était un sacré décalage. Ouais. Donc, même canon, même arme, même modèle, même usine. Et après, un canon, c'est comme une personne, c'est le canon est unique. Il demande à chaque fois sa munition. C'est ça. Donc voilà, c'est par exemple celui-là peut très bien tirer avec de la GECO. Et si on lui met de la Célé-Bello, il peut mal tirer. Voilà. Donc, justement, explique à nos abonnés, surtout pour les débutants et les novices, ce que tu viens d'expliquer. Essaie d'approfondir un peu plus, parce que ça, c'est un sujet extrêmement important là-dessus. Ouais, alors, donc chaque canon est unique. En fait, il y a des couples canon-munition pour avoir le résultat optimal. Après, en arme de poing, ça se remarque un petit peu, mais c'est surtout pour tout ce qui est carabine de TLD, où là, il y a des écarts énormes. On est bien d'accord. Voilà, même à 200 mètres, on peut avoir des écarts de plus de 10 cm le groupement si on prend une mauvaise munition. Oui, je confirme. Donc voilà, après, ça va dépendre de la poudre utilisée par le fabricant, ça va dépendre de la quantité de poudre, de l'ogive, du poids d'ogive, d'énormément de détails. C'est ça. C'est ça, des cotes des munitions aussi. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'avec une arme de poing, surtout le 22 aussi, très, très sujet à ça. Ah oui, le 22, oui. Le 22, en fait, on peut avoir un résultat catastrophique avec un type de munition. La T22, par exemple. Voilà. Alors que d'autres tireurs avec la même arme vont apprécier la munition. Oui. Et voilà, c'est pour ça avec le 22, en fait, il faut vraiment... Faut essayer. Faut essayer toutes les marques différentes. Voilà. Donc vous voyez, pour ceux qui débutent, donc au niveau des novices, donc je m'en réfère donc encore à eux, puisque la vidéo elle est surtout faite pour eux, bon puis pour les autres aussi, bien sûr, ça permet de faire une petite piqûre de rappel. Donc une munition, en fait, c'est pas parce que vous allez acheter une marque, on va prendre GECO par exemple, une marque, vous allez prendre votre arme, vous allez acheter votre arme, vous allez prendre une boîte de munitions avec, vous allez prendre on va dire des GECO, et pour vous toutes les munitions sont les mêmes. Non, grosse erreur, grosse erreur. Chaque munition est différente. Chaque fabrication est différente et chaque manufacture de fabrication fonctionne pas pareil. Donc c'est-à-dire que comme vient vous de l'expliquer Jeff, et je confirme ce qu'il vient de vous dire, il faut essayer. Donc vous voyez que c'est quand même pas anodin le tir. Il va falloir acheter votre arme, vous achetez votre arme, vous allez essayer plusieurs munitions différentes avec des marques différentes. Après, si vous faites des rechargements par la suite, là on est sur un autre sujet. D'ailleurs, je salue au passage un de mes abonnés qui est un spécialiste en rechargement. J'espère pouvoir faire une vidéo avec lui un jour là-dessus, parce que ça, il y a beaucoup de choses à savoir qui sont importantes. Donc, les munitions, on va dire, à quoi on pourrait comparer ça j'aime pas. Enfin, ouais, remarque, c'est une grosse métaphore. Une baguette de pain. Tu vas l'acheter dans une boulangerie artisanale qui fabrique son propre pain. Tu vas aller l'acheter au Leclerc, tiens. Ouais. Quand tu vas avoir vite fait la différence. Ouais. Oui. Pour faire simple, pour vous donner une métaphore. C'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Moi, je me suis retrouvé avec des munitions en 357 Magnum, dont des Norma. Donc, c'est une marque que je privilégie, donc les Norma. Et j'avais pris des SFM à l'époque, je me souviens. Je ne sais pas si tu as connu ça. Non. SFM, Société Française de Munitions.
les anciens connaissent ça. SFM. Maman, laisse tomber. Ah, mais laisse tomber. Ah, ouais. Ah, le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Pourtant, même munition au niveau du poids, d'accord, même ogive. Ouais. J'en ai mis une sur deux dans le barillet. Donc j'en ai mis une SFM, une Norma, une SFM, une Norma, une SFM, une Norma. Bon, bah, laisse tomber, quoi. J'étais quasiment, c'était pas des blagues, hein, sur 50 mètres, donc avec mon 357 Magnum, mon Python 8 pouces, puisque moi je tirais à 50 mètres à l'époque, j'étais quasiment presque en hors cible. D'accord. Avec de la SFM. Hein. Ouais. Et ça venait pas de moi, parce que d'autres tireurs beaucoup plus expérimentés à l'époque, sur du 357 Magnum, notamment sur les revolvers, parce qu'ils avaient des Pythons à cette époque-là, ils ont essayé dans leurs propres armes, ils ont exactement eu le même résultat, quasiment. Ouais. Et de la munition SFM. Donc vous voyez, d'une marque à une autre, il peut y avoir d'énormes écarts, il peut y avoir beaucoup de différences. Donc, ne vous mettez pas dans la tête, pour les débutants et novices, bon, je m'achète un Glock, j'ai un Glock, ouais, super, j'achète du 9 mm. Bah, du 9 mm de telle marque ne sera pas le même 9 mm que d'une autre marque. Donc, comme vient de vous le dire Jeff, il y a des munitions qui vont mieux fonctionner dans le sens précision et dans le sens stabilité par rapport à d'autres marques. Donc, c'est à vous de faire les essais. Faites beaucoup d'essais et choisissez la munition qui est le mieux adaptée à vos besoins. Ouais, c'est ça. Par exemple, les Fiocchi sont quand même assez reconnus. Ouais, ça va, Fiocchi. Ouais. Et moi, avec mon Glock, je peux pas. Les Fiocchi, je peux pas. D'accord. Ça arrose, c'est n'importe quoi. Voilà. Pourtant, c'est une marque reconnue. Voilà, donc vous voyez, ça, c'est un exemple. Voilà. Donc maintenant, on a parlé du 22 long rifle, qui est un excellent calibre pour débuter, qui va vous permettre de pouvoir vous améliorer au niveau du gestuel, au niveau de la précision, au niveau du lâcher, etc., etc. Donc évidemment, il faut commencer par du 22. Mais comme je l'ai dit, donc là, on va repartir sur un autre calibre après. Mais par contre, si vous avez un 22, si vous voulez pas être déçu, si vous avez les moyens, donc achetez un 9 mm Parabellum derrière. Comme ça, au moins, vous avez les deux. Mais commencez pas avec le 9 mm, commencez avec du 22. Bon, ça, c'est mon conseil. Et toi? J'ai commencé au 9. Ouais, bon, après, avec le Max 50... Bah oui, non, mais bon, on a une carrière militaire derrière tous les deux, donc bon, pas la même, quoi. Ouais. Quoique des fois, ça ne veut rien dire, mais bon, c'est normal, on était habitué. Bon, c'est autre chose. Maintenant, on va parler d'un autre calibre. Je te laisse nous expliquer et nous présenter un autre calibre. Ouais, bah, le 9, pour continuer. Le 9, pareil, c'est un calibre qu'on trouve énormément, qui coûte pas grand-chose. Ça coûte beaucoup moins cher que du 40, que du 44, que du 357. On est d'accord, tout à fait. Et voilà, ça reste, c'est un recul sec, mais ça reste facilement gérable pour les débutants. D'accord, je suis d'accord. Donc voilà, niveau précision, le 9 mm, ben, ça fait ses preuves depuis longtemps. Quoi. Ah bah, ça fait le job depuis la Première Guerre mondiale, bien avant même encore, que ça a été inventé. C'est ça. Et c'est pareil. Donc alors moi, je vais rajouter une petite phrase. J'espère qu'elle sera bien comprise. Enfin, j'espère que je vais bien me faire comprendre. 22 long rifle, 9 mm. Ce sont les deux calibres à avoir absolument dans le sens où, supposons qu'il y ait une pénurie de munitions, pour une raison... Comme il y a déjà eu. Mais normalement, je ne parle pas de ça, là, par contre. Là. Supposons qu'il y ait une pénurie de munitions dans une situation dégradée, dans un pays. Et bien, les plus gros calibres que vous allez pouvoir trouver, le plus facilement possible, qui seront négociables, parce qu'attention, ça vaudra de l'or, 22 long rifle, 9 mm Parabellum. C'est ça. Point à la ligne. Viendra par la suite le 45 ACP, parce que ça, on a encore des stocks de la Deuxième Guerre mondiale et de la Première Guerre mondiale qui traînent un petit peu à droite à gauche. Ça se trouve assez facilement, il y en a qui rechargent. Donc, et ce sont des calibres, pour le 22 et le 9 mm, qui sont donc petits, qui sont pas très encombrants. Donc ça, c'est vraiment des calibres à avoir, avec lesquels vous pourrez faire de l'échange, et avec lesquels vous pourrez avoir des stocks assez rapidement et assez facilement. Bon, par contre, en espérant que ça n'arrive jamais, parce que ça se vendra à prix d'or. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur le 9 ? Bon, pas grand-chose. Au niveau vitesse, c'est similaire à la 22. Ouais. On est à 340 mètres secondes en moyenne. D'accord. C'est toujours des moyennes, parce qu'il y a des cartouches qui vont aller plus vite en sortie de bouche, d'autres qui vont aller plus lentement. Ouais. Donc voilà, c'est précis, c'est agréable au tir, ça se trouve facilement, c'est pas cher, ça se recharge, on peut le recharger. Très important, donc gardez vos étuis. Et voilà, de mon côté après, je sais pas trop quoi rajouter dessus. Bon, pas plus, hein, parce que de toute façon, on a fait le tour, hein. Donc on va passer au 357. Après, en 9, oui, il y a beaucoup d'armes, on trouve énormément d'armes en 9 mm différentes. Ah oui. Voilà. Ah oui.
Oui, que ce soit des armes historiques ou pas, Ouais. d'ailleurs. Voilà. Bah, Donc, P38, P08, pour n'en citer que quelques-uns. Hein. Ouais. Voilà. Quoi. Donc là, on va passer peut-être au 357 Magnum. Je te laisse faire. Ouais. En 357, on est sur du 400 mètres secondes en sortie en vitesse initiale du projectile. Ouais. Donc ça a forcément un pouvoir d'arrêt un peu plus important. Après, sur la cible, ça change rien. Ça change rien. Enfin, le pouvoir d'arrêt ne change rien sur la cible. Ça reste du papier, du carton. Mais voilà, c'est plus costaud, on va dire, pour le tir. C'est un recul. C'est un 9 mm boosté. Voilà. Alors, là, moi, je vais dire deux petites choses concernant les pitons. Quelque chose que toi, tu sais même pas. Alors, là, je vous présente donc la 357 Magnum. Donc celle-ci, elle est particulière. Bon, bref, voilà. Ok. Là, on est sur de la semi-mode cutter. Il y a ce qu'on appelle un calibrage quand on fait du rechargement. Le canon du 357 Magnum Python est un 355 et non un 357. Ce qui veut dire que quelqu'un qui va recharger, il va falloir qu'il dise bien à son armurier quand il va commander ses ogives ou s'il les commande sur internet, il faut, et tu regarderas, du 355. D'accord. Tu as deux formes d'ogives en semi-blindé. En semi-blindé et en haut de cutter, 355, 355 et 357. C'est ce qu'on appelle un canon étroit. D'accord. C'est pas un véritable 357 Magnum pour ces munitions-là. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors, pour faire simple, donc là je vais vous montrer la 9 mm Parabellum pour les novices, hein, bon ils la connaissent, hein, mais bon on la montre quand même. Donc, voilà. En fait, le 9 mm le 357 Magnum c'est du 9 mm Parabellum boosté quoi. Ouais. On va faire simple, hein, c'est ça. Hein. C'est du 9 mm Magnum, pour faire simple, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc là, maintenant, on va passer à beaucoup plus lourd. 44. Ouais. Ça me plaît, ça, moi, le 44. Bah, tu la connais mieux que moi, donc... 44 Magnum? Ouais. Je n'ai jamais tiré avec. Ah, alors le 44 Magnum, ça surprend quand même. Hein. 44 Magnum. Alors, si vous avez une arme courte, genre 4 pouces, là, ça commence à cogner. Là, ça commence à cogner costaud. Ouais. Ah oui, voilà. Faut pas avoir des mains de femmelette. Hein. Là, faut déjà envoyer et puis il faut déjà bien le maintenir. Donc le 44 Magnum, c'est surpuissant. Enfin, moi, j'appelle ça surpuissant. C'est une puissance d'arrêt assez considérable. C'est pareil, c'est réputé. Donc pour ceux qui rechargent, c'est pareil. Si dans une situation dégradée, on peut en trouver assez facilement parce que ça, c'est le genre de choses qui peut se négocier. 44 Magnum, c'est un très bon pouvoir d'arrêt. Donc ça, c'est excellent. Par contre, c'est extrêmement. Je ne vais pas dire extrêmement parce qu'il y a beaucoup plus violent que ça. Mais ça n'a rien à voir avec du 357 Magnum, ça n'a rien à voir avec du 45 ACP, ça n'a rien à voir avec du 9 mm Parabellum. Là, on tape dans du costaud, c'est-à-dire que là, ça va vraiment taper. Donc, est-ce que c'est un calibre, on va dire, facile à maîtriser? Bah, je dirais non, pour les débutants, sûrement pas. Ensuite, c'est quand même un calibre, il faut le savoir, qui va nécessiter, avec son arme, si on veut améliorer son arme, des pièces supplémentaires pour pouvoir améliorer la stabilité de l'arme avec des crosses spécifiques par exemple, etc., etc. Le 44 Magnum, le problème qu'il y a avec ce calibre-là, c'est que c'est un calibre quand même violent et faut bien le maîtriser. Il faut vraiment avoir l'habitude du 44 Magnum pour pouvoir vraiment bien en tirer ce potentiel. Donc ça, c'est ce que moi j'ai pu constater en faisant du tir entre un 44 Magnum par rapport au 357 et 9 mm Parabellum. Personnellement, je reste sur du 40, Smith & Wesson, ou du 10 mm automatique. Il faut savoir que ces calibres-là, à l'heure d'aujourd'hui, sont extrêmement réputés et répandus aux États-Unis. 10 mm auto, 40 Smith & Wesson, sont extrêmement réputés aux États-Unis. Le 40 Smith & Wesson a une très bonne puissance d'arrêt, donc un très bon pouvoir d'arrêt. C'est une munition qui est, quand on la compare à du 45 ACP, voilà les deux. On voit pas trop la différence, hein. Donc voilà. Non, c'est du 9, pardon. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas du 45, c'est du 9 mm Parabellum. Donc vous voyez. Donc maintenant on met une 45 ACP à côté. Voilà. Il y a la différence. Bon. Moi personnellement, ce calibre-là, je pensais pas, hein, j'avais pas testé, hein, j'avais pas essayé, c'est pour ça que j'ai le par ordonnance, mais franchement j'adore quoi.
Franchement, ça tape. Ça tape fort. Pour ce que c'est, ça tape fort. C'est un très, très, très bon calibre. Alors, c'est pareil. Comme tu disais tout à l'heure, il faut vraiment avoir l'arme qui va avec. Enfin, qui va avec. L'arme de qualité. Donc là, on est sur du par-ordonnance. Hein, je vous fais pas un dessin. Hein, certains d'entre vous me connaissent. C'est extrêmement réputé. Surtout cette version-là, c'est la fabrication canadienne. Donc, c'est encore mieux. C'est comme si on comparait, on va dire... à quoi je pourrais comparer ça? Une version canadienne par rapport à une autre version. J'ai pas de comparaison, ça me reviendra. Bon bref, donc ça c'est une très bonne version. Là, moi ces munitions-là que j'ai là, ici, par exemple, pour en revenir encore à ce que tu disais, elles vont très très bien. Bon, j'ai pas testé autre chose, mais elles vont très bien, il n'y a pas de problème. Le 40, ça tape très fort. Pour moi, ça tape très bien, ça tape très fort. C'est le bon compromis entre puissance d'arrêt 45 ACP, 9 mm Parabellum. Ça a une vitesse de... Je suis perdu 300 mètres secondes. 300 mètres secondes. Voilà. Donc c'est plus lent que le 22, que le 9, c'est le plus lent. Avec le 38, on est à 280 mètres secondes en moyenne. Ouais. Donc voilà, c'est lent. C'est lent, mais ça tape fort. Ouais. À courte portée, ça fait mal. C'est d'ailleurs pour ça que le FBI, ils en ont encore, d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui. Et du 10 mm automatique. Alors maintenant, on va passer sur 45 ACP. Que peux-tu nous dire sur 45 ACP automatique Colt Pistol? On est sur 260 mètres secondes, donc pareil, ça reste assez lent. Ouais. Mais bon, pareil, pouvoir d'arrêt assez important. À courte portée, par contre. Oui, ouais. Ça, on va partir à 200 mètres avec ça. Ouais, voilà, non, ça, faut le préciser. Ça. Ouais. Après, ouais, c'est un calibre qui est assez répandu quand même. Tout à fait, je suis d'accord. Donc, on en trouve facilement. Le tarif, je connais pas. J'en ai pas. C'est à peu près c'est comme le 40 Smith & Wesson. Hein, donc, on est, je crois que c'est 23 € la boîte, je crois, si mes souvenirs sont bons, un truc comme ça. J'ai pas les tarifs, je les ai pas en tête. Moi, je sors ma carte bleue, je paye et puis je fais pas gaffe. Ouais. Non. Ouais, donc, ouais, c'est précis, c'est. Ah, c'est pas si précis que ça, le 45 ACP. Moi, j'avais un 45, d'ailleurs, que je regrette, que j'ai donné. Guerre du Vietnam. J'aurais jamais lu. J'ai fait des conneries avec mes armes quand même pendant un moment. Alors, est-ce que ça vient de moi? J'en sais rien. Mais bon, moi, le 45, on va dire que c'est une arme pour faire de l'arrêt, quoi. Pour moi, c'est ça. C'est pour faire de l'arrêt, ouais. C'est pour faire de l'arrêt. Question précision, j'ai jamais vraiment réussi à faire de bons cartons avec du 45 ACP. J'en fais beaucoup. Je fais de meilleurs cartons avec du 40 Smith & Wesson. Après, est-ce que l'arme n'était pas ancienne? Est-ce qu'elle était... non, est-ce que tu avais trouvé la bonne munition qui allait avec? Ah, peut-être. Bon, en tous les cas, l'arme, c'était Remington déjà. C'était un 1911 Remington sorti de caisse. Ouais. Directement des États-Unis. Donc, il était neuf. Ok. Donc, pour moi, le 45 ACP, oui. Alors, je le mettrais dans la catégorie. Donc, arrête-moi si je me trompe. Moi, je le mettrais dans la catégorie des munitions à avoir en mode dégradé. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il reste des stocks de la Première et Deuxième Guerre mondiale, à peu près partout. C'est un calibre qui se recharge assez facilement, qui revient pas si cher que ça au niveau rechargement. Ouais. Ouais. Et qui est négociable, pareil. Moi, je mettrais ces trois-là, moi. Tu vois ce que tu en penses? Oui, ça fait partie des calibres qu'on trouve facilement. On est d'accord. Donc, maintenant, peux-tu nous faire la comparaison, puisqu'on parlait du 44 Magnum tout à l'heure, par rapport au 44-40? Donc, le 44-40 et le 44 Magnum, je vous montre la différence. Donc là, on est sur du 44-40, et là, on est sur du 44 Magnum. Donc, vous voyez, on est sur le double. Le double. Ouais. Alors, bon, t'écoutons. Alors, j'ai jamais tiré avec. Comme ça, c'est fait. En vitesse, on est pareil sur du 400 mètres secondes. Donc, c'est équivalent au 44 Magnum. Oui. En moyenne. Après, déjà, c'est une cartouche pour arme d'épaule. Oui. Qui, vu le machin, ça va taper quand même. Ça, franchement, ça tape assez. Ça doit taper. Ça fait mal. Ça va taper. On les trouve surtout sur les carabines à lever sous garde. Ah oui, ça tape. Et d'ailleurs, j'ai envie d'essayer ça. T'avoue qu'il veut essayer beaucoup de choses. Ouais, ben... C'est... Voilà, je fais quoi, les amis? Quand on aime quelque chose... Je te dis oui, je te dis non, parce que s'il y a possibilité, hein. Ça veut dire que je suis revenu ce matin. Oui. Hein, voilà. Ouais. Voilà. Non, on essaiera, on fera une petite vidéo sur on fera une vidéo. Ça, c'est jouable. Tu vas tirer au 44 Magnum, tu verras la différence. De toute façon, il faut essayer plusieurs calibres. Ouais. Donc, c'est toujours pareil. Pour les novices, moi, je vous conseille d'essayer plusieurs armes avec plusieurs calibres. Profitez de l'opportunité que vous pouvez avoir sur un centre de tir, parce que vous avez beaucoup de gens qui sont expérimentés dans le domaine, qui tirent depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, et qui peuvent vous faire essayer leurs armes.
par rapport au calibre, ça vous donne déjà un ordre d'idée. Ne vous précipitez pas pour acheter une arme de poing ou toute autre arme d'épaule ou quoi. Ne vous précipitez pas. Vous avez donc nos vidéos avec Jeff sur la chaîne que j'ai créée qui sont là pour vous aider. Vous avez d'autres aussi chaînes YouTube qui sont très intéressantes. Pas toutes, je tiens à le dire. Oui, pas toutes. Voilà, pas toutes. Donc, renseignez-vous, ne vous précipitez pas. Attention à une chose, je le redis, et ça, c'est pas toi qui va me dire le contraire. Faites attention chez qui vous achetez votre arme. Il y a un business derrière. On peut très bien vous conseiller une arme qui ne sera pas forcément celle qui vous conviendra, pour la simple et bonne raison, c'est que d'une marque à une autre, le vendeur, parce que moi j'appelle ça des vendeurs, j'appelle pas ça des armuriers, seront plus margés. Ouais. Donc faites gaffe. Donc renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Attention aux effets de mode. Là, tout à l'heure, on m'a encore parlé de Daniel Défense. Enfin bon, bref, je reviendrai sur une autre vidéo là-dessus. De Daniel Défense, ça a été vite réglé. Ouais. Ça c'est. Non, mais prouvez. Ouais. Prouvez parce que démonté. Démonté. D'accord. Ah bon? Ah bah oui. Et c'est Daniel Défense. Ouais. Bon, bref. Donc voilà pour les munitions. Donc là, on a fait le 44 Magnum, 44 40, 357 Magnum, 48 Wesson, 22 long rifle, 9 mm Parabellum, 38 watt cutter, enfin 357 watt cutter et 357 Magnum. Alors, le 357 watt cutter et le 38 watt cutter, alors, les novices, forcément, vont se demander ce que c'est, parce que ça, je ne l'ai pas signalé et je ne l'ai pas dit. Donc, je vais vous expliquer rapidement. En fait, pourquoi du watt cutter? Alors, c'est quoi? En fait, une munition comme ça, sur une arme de prestige comme celle-ci, un Colt ou un MR73, par exemple, si vous voulez la conserver proprement, sans qu'elle s'use trop, évidemment, elle ne va pas s'user au bout de 300 cartouches non plus, mais si vous voulez vraiment la garder d'un côté plus prestige, collection, etc., pour ne pas l'abîmer, en fait, on tire du watt cutter et semi-watt cutter. Pourquoi? Parce que c'est du plomb, avec de l'antimoine. Donc, ça ne va pas vraiment esquinter votre canon. Le seul risque qu'il risque d'y avoir, c'est de l'emplombage. Mais c'est pareil, il y a une vidéo, je vous invite à aller la voir sur les nettoyages d'armes, j'en parle, il y a des produits spécifiques pour déplomber les canons. Donc, pour une arme de prestige, on tire de temps en temps du 357 Magnum, bien évidemment, pour se faire plaisir. Mais si on veut faire de l'entraînement, moi c'est ce que je fais, pour ça que j'en ai. Je tire beaucoup avec du 38 watt cutter, semi-watt cutter, je préfère le semi-watt cutter, et 357 semi-watt cutter, parce qu'automatiquement, je sais que ça ne va pas esquinter mon canon. Donc, les munitions en 357 Magnum avec les ogives, ils ne vont pas esquinter le canon. Mais c'est beaucoup plus doux, beaucoup moins risqué dans le sens usure, si je peux dire ça comme ça, avec ce genre de munitions. Le plan, ça reste mou, quoi. Ben voilà, c'est ça. Voilà. Donc, voilà pourquoi le watt cutter et le semi-watt cutter, et ça se recharge très facilement et ça ne vaut pas grand-chose au niveau tarif. Ouais. Voilà. Alors, il y a une chose qui est importante, très, très importante. Dans toutes les armes que vous avez en face de vous, vous avez ce qu'on appelle la capacité de puissance de feu. Ça, t'en as pas parlé. Non. Ah oui. Plus le calibre est gros, plus tu auras de munitions dans ton chargeur ou pas? Non. Ah bah non. On est bien d'accord. Tu as une certaine capacité, forcément. Voilà, la capacité. La capacité. Alors, maintenant, nous allons revenir à tout ce qui concerne la puissance de feu, parce que ça, c'est un sujet qui est quand même relativement important par rapport au calibre et par rapport, évidemment, à la grosseur de la munition. Donc, une chose qui est à savoir, c'est que toutes ces armes qui sont présentes devant vous ont une puissance de feu différente par rapport à leur calibre. Donc, il est évident que sur un 9 mm Parabellum, on pourra mettre beaucoup plus de munitions que par rapport à un 45 ACP, par exemple. Donc, il existe à l'heure d'aujourd'hui, heureusement, quelque chose qui peut pallier ce genre de problème, ce qui s'appelle des talons de chargeur. Des talons de chargeur, tout à fait, qui augmentent la capacité de vos chargeurs. Vous avez aussi des doubles colonnes, par exemple pour le 48 Wesson. Là, on est sur un chargeur double colonne. Bon, c'est quand même gros, hein, donc voilà. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc, faites attention aussi à ça. Hein. Donc là, je parle dans un but purement dynamique sur des opérations, par exemple, ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui n'est pas à négliger, c'est la puissance de feu et la capacité des munitions dans le chargeur. Donc ça, c'est important par rapport au calibre. Après, il y a une exception pour le 22. Ça reste une toute petite munition, mais généralement, les chargeurs sont bloqués à 10. Oui, bloqués à 10. Voilà. Comparé à un Glock, on peut en mettre 15, 16 sur 18 avec les temps de chargeur. Ouais. Bloqué. Voilà. Ouais, bloqué, mais ça se débloque. Je sais pas. Ouais, non, bref. Peu importe. Alors,
Donc voilà pour ce qui concerne donc, les calibres pour novices et débutants. Donc là, c'est un petit guide pour pouvoir vous présenter à peu près les calibres en général les plus courants. Sur les armes les plus courantes que vous allez pouvoir trouver et qui sont aussi à la mode. J'aime pas ce mot-là parce que ça me... Enfin bon, bref, Glock, Canic, etc. Bon, moi je privilégie Canic plutôt que Glock. J'aime pas Glock et j'aimerais jamais Glock. Maintenant, on va parler d'une chose très importante. Pour ce qui concerne les munitions de manipulation, je vais te laisser en parler parce qu'il y a quelque chose d'important. C'est au niveau de l'entraînement. Ouais. C'est quand on débute, on avait fait une vidéo dessus sur le Mantis. Oui. Excellent. Donc voilà, pour débuter, c'est top. Et en fait, donc l'idéal, c'est d'avoir un cartouche de manipulation. Donc ouais, il y a du 9, du 22 et du 223, 556 au choix. Et en fait, c'est très important parce que déjà, ça va permettre de s'entraîner à la maison avec son arme. Oui. Sans abîmer les percuteurs. Moi, je verrais plutôt le côté de dangerosité. Le percuteur, moi, péter un percuteur, je préfère péter un percuteur que tuer quelqu'un. Ah oui, mais moi, je ne mettrais pas une cartouche dans mon arme à la maison. Ouais, d'accord, on est bien d'accord. Donc, voilà. Mais voilà, si on utilise par exemple le Mantis, d'ailleurs, allez voir la vidéo. Tout à fait, on vous renvoie sur la vidéo concernant le Mantis. C'est ça, c'est un super outil pour commencer le tir, pour tirer à la maison. On peut tirer des milliers de coups à la maison sans souci, sans risque, sans danger, voilà. Et sans abîmer l'arme. Donc, alors moi, mon conseil que je vais donner à ce niveau-là, donc quand vous allez acheter une arme pour la première fois, ou si vous êtes novice, ou même pour les autres, bah, ça coûte pas cher, les munitions de manipulation. Prenez des munitions de manipulation avec, ça mange pas de pain, ça vous sécurise, ça vous permet de pouvoir faire des manipulations avec vos chargeurs et vos culasses, voir si elles fonctionnent bien, si vous avez un dysfonctionnement, vous voulez faire une réparation que vous pouvez faire vous-même, par exemple, etc. Ayez toujours des munitions factices, c'est super important. Ouais. Voilà. Ça, s'entraîner à régler un incident de tir, par exemple. À réarmer, voilà. Tout ça. Voilà. Sans prendre le risque forcément d'utiliser des vraies munitions. Voilà. Les amis, je suis super content d'avoir fait cette vidéo donc avec Jeff. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez la regarder jusqu'au bout. C'est vachement important, ça référence la chaîne. Mettez des pouces bleus, likez. Une petite vidéo arrive dans pas longtemps aussi. Enfin, une bonne vidéo. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.